Nous sommes aujourd'hui à Avignon pour la 5e édition du festival Viva Villa, le festival des résidences artistiques à l'étranger, avec les pensionnaires de la Villa Médicis, la Villa Cujuyama et la Casa de Velázquez. Cette exposition et ce festival qui rassemble un ensemble de disciplines variées, c'est-à-dire les arts plastiques, l'architecture, le design, la danse, le cinéma et encore beaucoup d'autres, prend place donc dans la collection Lambert pour la 2e année consécutive. Donc le festival se tiendra jusqu'au 10 janvier à Avignon et permettra, je l'espère, à un public nombreux de voir les travaux de ces artistes. Nous sommes très heureux cette année de revenir à la collection Lambert. C'est évidemment un lieu très prestigieux en art contemporain, absolument identifié et qui est donc une chance pour ces jeunes artistes. C'est par ailleurs cette année un contexte tout à fait particulier qui est évidemment lié à la pandémie, mais qui nous a permis de nous adosser également à la Semaine d'art du Festival d'Avignon, qui n'a pas eu lieu cet été et qui donc va proposer un ensemble de spectacles, de pièces de théâtre au moment donc de la tenue du festival Viva Villa. Et c'est donc cette alliance qui nous permet de revenir aux sources du Festival d'Avignon qui au début s'était appuyée sur une exposition d'art que nous ouvrons cette année, donc cette 5e édition. Le festival a pour thème cette année les vies minuscules, qui nous permet d'aborder une question que l'on retrouve dans chacun des travaux de ces artistes, la question de l'humanisme, de la condition humaine, autant de relations, de clins d'œil à ces figurines ou ces figures fourmillantes d'un tableau de Jérôme Bosch ou au réalisme d'un roman de Pierre Michon. Et donc à partir de ce titre un peu imagé, on a pu construire un parcours qui permet de mêler à la fois les œuvres des peintres, des graveurs, des dessinateurs, des designers, des plasticiens, des photographes, des vidéastes, qui vont dérouler en fait une sorte de réflexion sur la question de l'homme dans son rapport au monde, mais également de la fragilité de sa condition et de ce rapport, je dirais, de ce rapport à la représentation et au réalisme que l'on traite à partir de plusieurs focales. Ainsi, la structure de l'exposition se construit en 3 temps qu'on a désignés selon une vue du plus éloigné au plus intime, c'est-à-dire première partie des mondes, la deuxième des histoires, où se place en quelque sorte la question des réalismes, et la dernière des vies au plus intime, qui nous permet également d'aborder en conclusion ces journaux de confinement qui représentent les travaux qu'ont pu développer certains des artistes pendant l'épidémie, l'épisode épidémique de leur résidence. Donc c'est un contexte très spécifique, très particulier, qui est celui de cette année, et que le thème en fait, autour de cette condition humaine est absolument pertinent par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, la première
entrée, je dirais, le premier contact du public avec cette exposition. On l'a appelé Des mondes, en référence en fait à une vision qui serait une vision plus cosmogonique ou géopolitique, mais disons le fait que chacun finalement perçoit le monde selon un imaginaire, selon une projection mentale, qui nous permet de réunir des propositions tout à fait étonnantes comme celle du duo Petrel et Roumaniac qui ont inventé à travers ce qu'ils appellent une installation photoscénique, une sorte de, je dirais, de mise en scène onirique et projective des romans de science-fiction d'Ursula Le Guin. Donc on a une sorte d'installation avec des maps-mondes, des paysages tout à fait irréels de neige qui montrent bien cette sorte de vision comme cosmogonique et poétique. On a plusieurs propositions qui relèvent de cette poétique, comme notamment une installation proposée par Hugo de Verscher et Keke Villabella qui nous font entrer dans un espace totalement minéral qui a à voir avec à la fois un espace presque martien et une réflexion sur le géologique ou presque l'anthropocène en quelque sorte, le post-monde qui est si souvent invoqué aujourd'hui sur les questions de pollution. Et l'on poursuit comme cela jusqu'à une dernière salle avec notamment des monolithes tout à fait étonnants de Justin Weiler qui montre une sorte de représentation de l'espace, d'un espace qui serait celui de notre quotidien, mais très froid, très clinique, qui dialogue avec des tableaux de Guillaume Valenti, qui sont en fait des espaces vides, des espaces humains, mais tout à fait froids et inhabités. Ensuite, la focale se rapproche avec cette deuxième chapitre de l'exposition qu'on a nommé Des histoires. Des histoires dans le sens où le réel est affronté, je dirais, de plein pied, dans une sorte de rapport frontal. Qui permet à certains artistes à la fois d'exposer des dessins qui ont été commandés, descriptifs, des dessins commandés à des travailleuses du sexe romaines par Pauline Curnier-Jardin, qui montre donc une sorte d'auto-reportage sur leur propre activité, qui donne finalement la main à ces travailleuses, ou encore une approche qui oscille entre le documentaire et la fiction par Samuel Grattacap, qui va montrer à travers des photos et des films le parcours imaginaire d'un migrant, mais qui est imaginaire dans le cadre de ce travail, mais qui est évidemment emblématique de toute la question des migrations actuellement, ou encore le film merveilleux de Sami Balogi qui montre comment des enfants de chœur d'Élisabethville qui ont été donc formatés, polissés par les missionnaires et mis en relation avec le travail qui est fait sur le cuivre depuis la masse en fusion, une masse magnifique qui devient un fil de cuivre autour d'une bobine. Donc on a plusieurs propositions très, très intéressantes sur cette question je dirais de la forme du réalisme, de l'écriture des réalismes aujourd'hui, et qui est particulièrement présente dans la scène contemporaine artistique. Vraiment cette question de la description, c'est-à-dire plutôt que de porter une sorte de regard en surplomb
qui viendrait porter un discours sur le réel, la position de la description, de l'observation, qui est en fait une position presque, encore une fois, de plein pied et en même temps assez humble, et finalement la position la plus pertinente par rapport à un réel qui devient absolument chaotique et absolument sidérant. La troisième partie nous permet de nous rapprocher encore un peu plus de ce qu'est finalement la pensée intérieure ou la pensée subjective de l'artiste, mais également de la figure observée. Et nous avons rassemblé donc là au premier étage des travaux qui sont plus de l'ordre de l'intime. Et finalement l'intime, qu'est-ce que c'est si ce n'est le corps qui est en quelque sorte la première interface avec le monde, si je puis dire, qui est une sorte de plaque sensible dans la perception du monde. Et donc on a rassemblé plusieurs œuvres. Je pense par exemple à Laetitia Pérez ou encore aux fameuses robes inspirées des écorchés de Jeanne Visserial, qui dialoguent et qui permettent d'interroger ce qu'est finalement notre rapport à l'extérieur à travers cette sensibilité corporelle. Vie minuscule que l'on retrouve également dans effectivement cette position très, très frêle et en même temps qui est à la mesure de l'individu, dans des installations tout à fait étonnantes de Clément Fourment qui dialogue avec celle de François Olisleger, qui montre toute une progression à travers de petits personnages miniatures, de progression à travers un espace écologique, une sorte de grande traversée initiatique. Par exemple, je pense encore une fois au travail de François Olisleger avec ce narrateur qui se promène avec sa fille à travers le monde géologique et qui raconte finalement la fragilité écologique du monde. Donc il y a une sorte de rapport entre la fragilité du personnage et celle du monde. Et on poursuit le parcours jusqu'à cette dernière salle qui rassemble différents journaux de confinement qui permettent là encore presque de faire une sorte de coda autour de cette question des vies minuscules, puisque on peut retrouver le travail de Mimosa Echard qui montre une sorte de rapport au maquillage et finalement à la vanité de ce masque que constitue le maquillage pour les femmes, notamment les femmes japonaises, mais également les fameuses vidéos de salle de bain qu'a réalisé Laetitia Pérez, qui sont très drôles, mais face finalement de sorte de rapport frontal au miroir quotidien de la salle de bain, ou encore les tableaux quotidiens que réalise Louise Sator face à son iPad et qui vont défiler tout au long de l'exposition. Alors évidemment, c'est une exposition qui va durer 3 mois, qui dure 3 mois, mais c'est également un festival qui permet d'accueillir le spectacle vivant, qui malheureusement cette année a dû avoir une portion plus congrue, puisque les conditions sanitaires nous astreignent à faire une sélection, en tout cas une programmation un peu plus resserrée. Et donc je citerai parmi les propositions très fortes les performances d'Anne Le Trotteur, cet artiste qui joue sur le langage et sur la question des affects, la question des affects dans la société japonaise, mais dans notre société plus générale, qui sont totalement
presque phagocyté par les réseaux sociaux. Également le chorégraphe Benjamin Bertrand qui dans sa pièce Vestiges va évoquer cette question du rapport au corps, du rapport à sa condition humaine à travers la danse et enfin une performance musicale et dansée orchestrée par Laetitia Pérez et Jonathan Bell qui invente une écriture musicale via un processus numérique tout à fait étonnant en VR et qui revient, je dirais, dans une citation à l'univers de Jérôme Bosch qui incarne, selon moi, extrêmement bien la période très chaotique que nous vivons. Oui, voilà à marche forcée, une présentation du parcours. Évidemment, et c'est toujours difficile cet exercice, puisque il aurait fallu citer les 51 artistes qui sont dans cette exposition et ce festival, qui sont tous très talentueux, très exemplaires, je dirais, représentatifs d'une pensée, d'une création qui s'interroge sur notre actualité et sur ce que nous vivons aujourd'hui. Viva Villa est en fait une proposition extrêmement foisonnante. Il y a encore une fois 51 artistes, il y a une vingtaine de disciplines représentées et il faudrait également ajouter que bien évidemment l'exposition s'accompagne d'un cycle de films. Il y a donc beaucoup à voir et j'espère que vous serez nombreux à venir la visiter.